Notre invité politique ce matin, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Bonjour. Merci madame. beaucoup d'être avec nous, député de la Somme, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Ariane, Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour. On va évidemment commencer par la crise agricole, Jean-Philippe Tanguy, et ces blocages qui se poursuivent un petit peu partout sur le territoire, ces tracteurs qui convergent vers Paris. On entend certaines phrases prononcées par les agriculteurs. On veut affamer les Parisiens, disent-ils. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que vous soutenez ce mouvement? Il y a deux choses différentes. Le mouvement, je le soutiens évidemment. Je rappelle même qu'on l'a annoncé. Le fait de venir aujourd'hui sur la chaîne parlementaire me fait quand même rappeler que le Rassemblement national, à la rentrée de septembre, avait mis la taxation du gazole non routier, qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase très rempli. On va venir sur le fond. De l'agricole, voilà. Et donc, sur la manière de faire. Mais la manière, il y a quelques phrases qui peuvent être effectivement provocatrices, mais c'est à la mesure de la détresse agricole. Il ne faut pas non plus se laisser tromper, divertir par des quelques phrases qui ne sont pas représentatives de l'écrasante majorité du mouvement. Moi, je viens de la Somme, département agricole s'il en est. Tout se passe très bien, c'est très organisé, ça a un large soutien de la population. Les paysans se font entendre sans embêter les gens qui travaillent. Et de toute façon, la clé de ce mouvement, c'est la convergence entre les gens qui travaillent. En bloquant les grands axes, ça embête forcément certaines personnes, des gens qui travaillent et d'autres. Est-ce que vous dites que ce n'est pas la bonne méthode? Pour le moment, la solidarité est là, et je crois que les désagréments qui peuvent survenir ne sont pas du tout à la mesure de ce que vivent les agriculteurs, parce que c'est tous les gens qui travaillent en France savent que vivre de son travail, c'est désormais un enjeu de société majeur. Mais vous-même, la semaine dernière, vous avez appelé publiquement à ce que les agriculteurs bloquent un certain nombre de points névralgiques, dont le marché de Rungis, par exemple. Donc vous maintenez cette position? Mes propos ont été un peu détournés. Ce que j'avais dit, c'est que justement, il ne fallait pas gêner le travail de 99% des Français, que le cas échéant, mieux valait centrer des actions sur les points symboliques. J'avais dit symbolique d'ailleurs. Mais moi, je ne veux pas être mal compris. Les gens à Rungis travaillent, font tourner l'économie. Ce que je voulais dire, c'est que les agriculteurs savent aussi quels sont les symboles qui représentent les déséquilibres du marché, les forces, notamment la grande distribution et l'industrie agroalimentaire, qui ont une part de responsabilité importante, puisqu'il n'y a pas d'arbitrage des gouvernements pour des prix justes depuis des années. Tanguy, on ne comprend pas. Est-ce que vous cautionnez ou pas le blocage de Rungis? Ou est-ce que vous dites Gérald Darmanin a raison de tout faire pour l'empêcher? Moi, je ne cautionne pas, si vous voulez, qu'on empêche des gens de travailler ou qu'on exerce des violences. Mais je n'ai pas du tout l'impression que ce soit la volonté des agriculteurs. C'était plus d'envoyer un symbole, de dire Rungis représente une part du déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée. D'ailleurs, Marc Fesneau, il dit Rungis, c'est l'agriculture française. C'est là où vont les produits français, c'est là où s'écoulent les produits français. S'il y a blocage de Rungis, s'il y a blocage de l'écoulement des produits français, et les gens iront chercher des produits ailleurs et ça va nuire à l'agriculture française. Non, mais Marc Fesneau dit beaucoup de bêtises. Il était ministre de l'Agriculture. Non, mais il dit beaucoup de bêtises. Et en particulier le fait de faire croire que parce qu'on fait une action à Rungis, on va affamer toute la France. Il faut que M. Fesneau revienne sur terre. Parce qu'il a dit que ça va pénaliser l'agriculture française. Oui, mais c'est ce qui veut dire en dernier ressort. M. Fesneau était ministre de l'Agriculture, il n'a rien vu venir. Il est complètement enfermé dans ses certitudes. Il n'a pas vu la crise monter. Il y a d'abord eu le retournement des panneaux dans toutes les communes rurales de France. Il n'a rien voulu venir. Il y a le Rassemblement national, dont votre serviteur, qui l'a prévenu sur le fait que son accord avec les dirigeants de la FNSEA ne tenait pas et n'était pas suivi par la base. Il n'a pas tenu compte de nos remarques et maintenant il est débordé par le mouvement et il nous explique que tout ce qu'il a fait est si formidable qu'il y a une des plus grosses révoltes agricoles que notre pays ait connues. Donc M. Fesneau devrait... Mais bien sûr qu'il est complètement débordé, puisqu'en fait la logique de la Macronie, à savoir ne pas intervenir, ne pas réguler l'économie, ne faire que des demandes, le mot de M. Le Maire depuis des années, à la grande distribution, soit pour aider les consommateurs avec l'hyperinflation, soit aujourd'hui pour payer correctement les agriculteurs pour leur travail. Pareil avec l'industrie agroalimentaire qui a des marges de 40 à 50% sur ces produits, alors que les paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail. On voit bien que ce gouvernement est débordé par sa propre idéologie, à savoir ne jamais vouloir être l'arbitre dans l'ordre économique. Vous pensez que le mouvement pourrait faire tache d'huile, pourrait s'étendre à d'autres secteurs? Est-ce qu'on pourrait être dans une situation type gilet jaune pour vous ou pas? Oui, mais c'est possible, puisqu'en fait, la source de l'indignation est la même, à savoir des gens qui travaillent dur et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail à cause de réglementations stupides, à cause de taxations indigentes ou à cause d'injustices dans la répartition de la valeur ajoutée. Donc le BTP
pourraient rentrer dans le mouvement, le transport routier évidemment, les pêcheurs qui sont aussi en état de survie ou plutôt menacés tout simplement de mort. Jordan Bardella est allé soutenir mardi dernier les pêcheurs en Bretagne et tous ceux qui travaillent dans le golfe de Gascogne et ailleurs. Moi je suis de Boulogne-sur-Mer, quand je vois l'état de la pêche par rapport à ce que j'ai connu quand j'étais petit, ça fait vraiment mal au cœur. Vous souhaiteriez un mouvement de cette nature ou vous le redoutez? C'est quelque chose qui vous inquiète ou vous l'appelez de vos voeux? Moi je ne redoute pas le fait que des gens veuillent faire valoir leurs droits. Moi, ces mouvements, pour le moment, ne sont pas violents. Ils représentent un sentiment de la population et il est très bien encadré. Donc moi, je n'ai pas, en tant que responsable politique, je n'ai pas à mettre de l'huile sur le feu ou à dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Par contre, moi, en tant que député de terrain, je sais que la colère dans le pays, elle est là. Vous parliez des Gilets jaunes. Les questions qui avaient été soulevées par les Gilets jaunes, savoir une fois de plus, ne pas être étouffé par les dépenses contraintes, comme l'a dit Marine Le Pen à la présidentielle, pouvoir vivre de son travail, ne pas être privé de liberté de circuler, de liberté de vivre une vie digne. En fait, toutes ces problématiques des Gilets jaunes n'ont jamais été vraiment résolues par Emmanuel Macron. Elles ont été gravement aggravées, si je puis dire, par la crise de l'hyperinflation. Stéphane, sur les mesures. Le Premier ministre a pris le temps de préparer un train de mesures qu'il a présenté vendredi dernier. Elles n'ont pas suffi à apaiser la colère des agriculteurs. Qu'est-ce qu'il a raté, de votre point de vue? Mais il ne veut pas mettre dans le débat et sur la table le partage de la valeur. Les agriculteurs, les paysans veulent des prix justes, ils veulent une juste rémunération de leur travail. Mais pardon, mais en quoi c'est pas sur la table, Jean-Philippe Tanguy? Il y a une loi Egalim qui a été faite, deux lois Egalim qui ont été faites depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, qui visent justement à mieux rémunérer les agriculteurs. Pourquoi vous dites qu'il ne veut pas mettre ce débat? Parce que la loi Egalim, en fait, visait à faire payer les consommateurs, ce qui n'a jamais été dit aux Français, évidemment. Ça n'a jamais été pour contraindre la grande distribution elle vise à rendre de la valeur. Les agriculteurs ne soient pas lésés. D'accord, ils sont par l'augmentation de la matière première. Ils sont sur les routes, madame, ils sont sur les routes, ils bloquent les ronds-points et ils sont très en colère et ils ont raison. Ces lois n'ont pas fonctionné. Ce n'est pas parce que le gouvernement dit on fait une loi qui a cet objectif que c'est vrai. Ces lois. Mais là, il dit on va faire des contrôles, on va faire des sanctions envers les entreprises qui ne respectent pas la loi Egalim. Pourquoi vous dites qu'il ne met pas le sujet sur la table? Parce que, d'une part, il avoue que les contrôles n'ont pas été faits auparavant, mais au-delà de ça, la loi Egalim continue à protéger la grande distribution et l'industrie agroalimentaire et vise au dernier ressort à faire payer les consommateurs. Ce n'est pas la logique qu'il faut. Il ne veut pas s'attaquer aux marges et aux pratiques de la grande distribution. Il ne veut pas s'attaquer aux marges de l'industrie agroalimentaire. Un seul exemple, et vous le savez, vous en parlez régulièrement sur votre antenne. Jamais la nourriture en France n'a été aussi chère, avec une surinflation de plus de 20% en 2 ans, et les agriculteurs ne s'en sortent pas. Donc on voit bien que le problème, c'est la répartition de la valeur ajoutée entre l'agriculteur et le consommateur, et que ce système oligarchique, puisque c'est le mot qu'il faut bien lui donner, est protégé par la Macronie. Une fois de plus, tous les Français l'ont vu avec l'hyperinflation. Monsieur le maire n'a jamais voulu mettre les mains dans le cambouis et s'attaquer à ce modèle qui ne fonctionne pas. Et donc les agriculteurs aujourd'hui, moi, supprimer des normes, c'est très bien, revoir le mode de contrôle, c'est très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Qu'est-ce que vous faites de plus que les lois Egalim? Eh ben, il faut que l'État devienne un État arbitre qui fixe des prix planchers, vous savez, et c'est même pas antilibéral. Une des règles de base du libéralisme, c'est d'interdire la vente à perte. Et bon, aujourd'hui en France, les agriculteurs, les paysans, les pêcheurs aussi d'ailleurs, sont la seule profession dont on les force à vendre à perte. Donc des prix planchers qui calculent le prix de revient et qui assurent qu'aucun contrat, aucune négociation ne se fasse en dessous du prix de revient de fabrication des produits. Mais est-ce que la grande distribution n'ira pas voir ailleurs? Mais il faut l'interdire ça aussi. Ailleurs que Jordan des Bardella produits français, si vous imposez de tels prix. Mais Jordan Bardella a annoncé qu'il fallait une grande loi de patriotisme économique. Effectivement, vous avez raison. Que ce soit Leclerc ou d'autres ont annoncé des centrales d'achat maintenant européennes qui contourneraient les lois françaises. Eh bien, il faut punir et sanctionner les centrales d'achat, la grande distribution, quand elles se comportent ainsi ou annoncent se comporter ainsi. Et vous donnez raison, excusez-moi. On va sanctionner les distributeurs qui ne respectent pas la loi Egalim. C'est bien le message du gouvernement. Mais madame, c'est pas un message de faire respecter la loi. C'est le rôle de l'exécutif, c'est bien nommé, exécuter la loi. Voilà, bon. Le fait qu'ils aient annoncé en fait qu'au bout de tant d'années, les contrôles n'étaient pas faits ou les sanctions n'étaient pas appliquées, prouve ce que je vous dis. Donc, il n'y a pas de volonté. Ce soit l'État qui impose les prix pour vous. C'est pas imposer les prix, ça c'est du soviétisme. C'est de dire que les prix ne doivent pas être en dessous du coût de revient. C'est un État arbitre. Il ne s'agit pas de fixer administrativement les prix. Il s'agit que quand la grande distribution et l'agroalimentaire abusent de leur position dominante, parce qu'en fait, il faut que les gens qui nous regardent comprennent. On parle de gens qui ont des positions dominantes sur le marché par rapport aux agriculteurs. Ils sont trop forts par rapport aux agriculteurs. Et donc, il faut que l'État soit un arbitre.
Dites-moi, là vous avez une approche très macroéconomique, politique, un peu d'en haut. Vous êtes député de la 4e circonscription de la Somme, c'est une terre très rurale. Est-ce que vous allez voir les paysans de votre circonscription et qu'est-ce qu'ils vous demandent? Est-ce qu'ils vous tiennent le même discours? Quelles sont les demandes? Est-ce que vous allez les voir déjà? Ah oui, je les vois régulièrement. Avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils vous demandent précisément aujourd'hui? Alors, dans un premier temps, ils demandaient surtout qu'on ne vote pas donc, cette hausse de taxes du gazole non routier. C'est pour ça que j'ai alerté. Non, parce que moi, je tiens aussi à le dire. Là-dessus, le gouvernement. J'ai alerté le gouvernement. Le gouvernement s'est engagé là-dessus. Il y a d'autres points. Non, mais très bien. Mais il faut quand même comprendre aussi la logique. Vous me demandez ce que je suis en contact avec les agriculteurs. On a un ministre de l'Agriculture. Moi et le groupe Rassemblement National, Marine Le Pen m'avait donné mandat pour négocier ce point avec le gouvernement. Nous les avons alertés. Donc ils ne nous ont pas écoutés. On nous dit toujours, oui, vous mettez de l'huile sur le feu. Pas du tout. On a essayé d'éviter ce conflit dans un premier temps. Ensuite, il y a le contrôle des normes, la surtransposition évidemment des normes européennes. Ça, il faut faire un grand ménage dans les normes. Mais la question centrale, on le voit sur les barrages, c'est pour ça que je vous en parle tout à l'heure, c'est la question des prix. Les paysans ne veulent plus être dépendants d'un système de subvention qui en fait est pour eux des menottes, puisque ces subventions sont toujours liées à imposer des comportements, à imposer des pratiques. Je vais vous donner un exemple concret d'un agriculteur qui m'a saisi dans ma circonscription. On lui retire toutes ses aides PAC, parce qu'il ne veut pas vendre son exploitation, il veut continuer à travailler. Et donc, on a encore le droit dans notre pays de vouloir travailler si on a envie de travailler. Et bien, les règles de la PAC conditionnent le fait que vous êtes aidé si vous laissez votre exploitation parce qu'on estime que vous avez atteint un certain âge. Et bien, j'estime que c'est ce genre de pratique abusive. L'État n'a pas à dire aux gens s'ils ont le droit de travailler ou pas. Justement, Stéphane, on va parler de la PAC. Vous faites partie des gens qui demandent une refonte de la politique agricole commune? Absolument. Pareil, moi j'essaie toujours de revenir aux sources et aux causes. La PAC a servi pour que l'Europe soit autonome de manière alimentairement. Les paysans ont réussi cet objectif. L'Europe était devenue autonome du point de vue alimentaire. On était souverain pour notre alimentation et pour notre agriculture. Depuis, c'est devenu un outil pour réparer les dégâts de la mondialisation, du libre-échange sauvage, et les prix ne sont plus garantis. Donc il faut en fait changer de logique. Il faut que les agriculteurs vivent de leur travail et que la PAC vienne dans un soutien d'investissement pour la recherche, pour la robotisation, bref, pour accompagner l'amélioration quotidienne de l'agriculture, mais que ce ne soit plus un mode de survie pour les agriculteurs. Alors ça, c'est un message qui passe au sein du parti. Comment se fait-il que les députés européens, Rassemblement National, par exemple, aient voté pour les plans stratégiques nationaux de la PAC qui sont en vigueur, ou par exemple qui aient voté contre le plafonnement des aides à 60 000 euros par an à Strasbourg et à Bruxelles? Parce que la PAC avait fait un mouvement, la dernière PAC avait fait un mouvement très important dans le sens de ce que proposait le Rassemblement National, c'était la renationalisation. C'est-à-dire que Bruxelles a rendu un certain nombre d'arbitrages. Mais nous, on n'est pas pour la politique du pire. Donc même quand on n'est pas d'accord avec l'essentiel, on est dans l'opposition à la Commission européenne, à Mme von der Leyen, qui est soutenue par exemple par les Républicains en France, on va quand même parfois dans le bon sens. Voilà, c'est pas la politique du pire, mais évidemment, ce n'est pas la politique qu'on appliquerait si on avait les leviers au Parlement européen, à la Commission européenne, et si nous étions mais sauf que vous l'avez gouvernement. votée. Maintenant qu'elle est votée, qu'elle s'applique sur plusieurs années, vous dites qu'il faut la revoir. Parce que c'est pas contradictoire, madame. On peut considérer que des choses vont dans le bon sens, mais qu'elles ne sont pas parfaites. À l'inversement, excusez-moi, quand on ne la votait pas, parce que je me souviens des moments où on ne la votait pas, on nous disait oui, vous êtes contre les aides aux agriculteurs. Donc de toute façon, être dans l'opposition sur des montants aussi importants, des programmes aussi importants, donc pour vous, ce n'est pas contradictoire. Non, nos positions, elles sont claires. Nous voulons un système d'aide, d'accompagnement, mais cette aide et cet accompagnement doit venir en support des agriculteurs. Ça ne doit pas être, si vous voulez, la condition sine qua non de leur survie. Il faut qu'ils vivent de leur travail. Et quelle est votre position sur les accords de libre-échange? On a beaucoup parlé de l'accord de libre-échange qui a été conclu avec la Nouvelle-Zélande. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à d'autres accords de libre-échange? Par exemple, il y a l'accord avec le Mercosur qui est encore en débat. Quelle est la position du Rassemblement National par rapport à On a ces pour le questions-là coup un vote constant sur les traités de libre-échange. Nous sommes contre les traités de libre-échange. Alors vos eurodéputés se sont abstenus sur le Contre tout traité de sujet. libre-échage? Pas contre tous les traités, mais tous ceux qu'organise l'Union européenne. Sur le Mercosur, c'est un des pires. Vos députés se sont abstenus en fait. Donc c'est pas une position contre, écoutez, c'est une abstention. Ça m'étonne. Moi, je pense qu'on a voté contre parce que, en tout cas, par exemple, la motion qui a été présentée au Parlement français pour s'y opposer, tout le groupe a voté pour s'opposer
au Mercosur. Donc nous sommes totalement contre. Là-dessus, Emmanuel Macron aussi va se il a changé d'avis. Il a changé d'avis régulièrement, M. Macron. Avant, il trouvait ça formidable. C'est généralement, M. Macron change d'avis avant les élections en période électorale pour dire qu'il va faire pression. Et une fois l'élection passée, il le signe, il le soutient. C'est ce qui s'est passé avec le CETA. Je vous rappelle que le Parlement français n'a toujours pas voté pour le traité avec le Canada. Il y a les élections européennes. Je note, on va voir, mais je note que M. Macron a changé d'avis sur le Mercosur alors qu'il y a les élections européennes le 9 juin et que comme la liste de Jordan Bardella est à plus de 30% et celle de sa majorité à moins de 20%, il essaie de faire croire qu'il est devenu protectionniste. Vous pensez que c'est pour ça qu'il change? Bien sûr, c'est pour ça. M. Macron est par essence mondialiste. Est-ce qu'il faut mettre fin à tous les traités de libre-échange? Il faut faire un moratoire sur l'ensemble des traités de libre-échange pour sortir l'agriculture des règles de la mondialisation. C'est ce qu'on appelle l'exception agriculturelle, qui c'est un concept fondé parallèle à l'exception culturelle française que les Français connaissent bien. On avait sorti le monde de la culture, notamment le cinéma, des règles de la mondialisation pour protéger le modèle français. Mais comment vous faites? Parce que la réciprocité, ça veut dire qu'il va y avoir des blocages des exportations françaises. Vous avez par exemple, des députés en Gironde, vous dites quoi aux viticulteurs de Gironde? On n'exporte plus le vin? Non, je leur dis qu'ils n'ont pas besoin des traités de libre-échange pour exporter les vins. Les vins de Gironde sont tellement réputés, ils ont tellement de réputation, d'image de marque, qu'ils n'ont pas besoin de traités de libre-échange pour être échangés. Ils sont d'ailleurs échangés depuis le Moyen-Âge, tout comme le champagne. Il y a quand même des viticulteurs en Gironde qui ont quelques soucis. Malgré la qualité de leur vin, ils ont des soucis donc c'est pas lié au traité de libre-écge puisqu'ils existent. Il y a toujours des problèmes. Mais il y a des plans massifs d'arrachage de vignes parce que la production, mondialement, c'est parce qu'au niveau mondial, la tendance, notamment en France, vous le savez, est de consommer moins de vin. Donc il ne faut pas tout mélanger. Est-ce qu'on a besoin des traités de libre-échange? Ça va pas être encore pire si du coup il y a moins d'exportation. Mais il n'y a pas forcément moins d'exportation. Ça, ce sont des raisonnements du gouvernement qui n'ont pas de sens économiquement. Un traité de libre-échange, vous devez mettre vos atouts et là où vous êtes moins fort. Nous sommes très forts sur les produits de qualité français. Et quand M. Trump nous menace, par exemple, de ne plus exporter nos champagnes, excusez-moi, il n'y a pas assez de champagne pour satisfaire la demande mondiale. Pareil pour le cognac, pareil pour les grands vins. Donc il faut arrêter de faire peur aux gens pour rien. Les traités de libre-échange, et on le voit, n'ont pas fonctionné. La balance commerciale française, je vous rappelle, est à moins 160 milliards. Avant ces traités de libre-échange, la balance française était positive. Donc le commerce, la façon dont le commerce a été organisé ne fonctionne pas parce qu'il repose sur ce qu'on appelle la spécialisation internationale. C'était les règles de Ricardo. Et en fait, on n'a pas défendu les atouts français. Donc au-delà, les traités de libre-échange sont très mal nommés. Il s'agit en fait de traités de mondialisation sauvage où on met en concurrence des pays qui n'ont pas nos normes, qui n'ont pas nos pratiques sociales, qui ne respectent pas les normes environnementales, et on met nos paysans qui respectent tout cela et qui font un travail remarquable en face d'eux sans les protéger. Le Japon, la Suisse, les États-Unis protègent leur marché, et aujourd'hui des puissances agricoles, vous le savez, comme le Brésil en fait, organisent leur production en sachant que l'Europe se désarme. Voilà. Mais la concurrence, elle est aussi beaucoup intra-européenne. Absolument, vous avez raison. Philippe Tanguy. Vous avez raison. Faites quoi? Il n'y a pas besoin des traités de libre-échange. Mais vous avez raison, c'est un sujet différent. Au sein du marché commun, la concurrence aujourd'hui n'est pas loyale, et la Commission européenne, plutôt que de venir mesurer la taille des patates, devrait mieux faire appliquer des règles. Je rappelle que le rôle de la Commission européenne, c'est d'être garante des traités, et aujourd'hui, un certain nombre de nos partenaires ne respectent pas les règles, ou la France applique trop de règles. Donc il faut d'un côté que la France ne surtranspose plus des règles et défendre une agriculture qui ne soit pas seulement une agriculture très haut de gamme, mais qui soit aussi une agriculture qui permette de nourrir les familles modestes et populaires, et que d'un côté, nos partenaires appliquent les règles. Je rappelle que la France a un levier de pression. C'est ce que, vous savez, le général de Gaulle avait pratiqué la politique de la chaise vide pour se faire respecter. Moi, je dis qu'il faut faire la politique du chéquier vide, puisque la France paie la deuxième contribution à l'Union européenne. Les pays qui souvent sont concurrentiels de manière déloyale, reçoivent de l'argent, notamment les pays de l'Est. Donc la France doit conditionner le versement de sa contribution au respect des règles. C'est quand même la moindre des choses. Un dernier mot sur l'Ukraine, parce qu'on a beaucoup importé de produits ukrainiens ces derniers mois pour soutenir les Ukrainiens face à la guerre, notamment des poulets. Est-ce qu'il faut cesser ces importations? Oui, on a trompé les gens. On avait dit aux Ukrainiens, un certain nombre de produits qui ne respectent pas en réalité les normes européennes pourront transiter à travers l'Europe pour être exportés vers notamment l'Afrique du Nord ou les pays qui ont des difficultés d'approvisionnement pour contourner évidemment l'agression et la guerre injuste qu'a menée la Russie et le blocus de la mer Noire. Donc on avait autorisé ces produits à traverser l'Europe pour être réexportés, et au lieu d'être réexportés comme il était prévu, ils sont consommés en Europe. Ça fait de graves problèmes, notamment en Pologne. Donc il faut appliquer ce qu'on avait promis, c'est-à-dire
les produits peuvent transiter à travers l'Europe pour ne pas provoquer de famine, évidemment, et de tensions sur le marché mondial, mais ils ne doivent pas être consommés quand ils ne respectent pas les normes européennes. Ça prouve aussi, excusez-moi, l'incohérence de vouloir élargir le marché commun et l'Union européenne à l'Ukraine. On voit bien que la concurrence ukrainienne serait très déloyale pour nos produits, que ça nous coûterait une fortune et que l'Union européenne, déjà, on a du mal à harmoniser, c'est moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'y a aucune harmonisation entre les pays de l'Ouest et de l'Est. Si on fait rentrer l'Ukraine, ses 40 millions d'habitants et son marché agricole, ça ruinera l'Union européenne. Juste un mot sur le Green Deal. Jordan Bardella appelle à laisser tomber le Green Deal, à arrêter. Est-ce qu'on peut réussir une transition écologique si on abandonne toute ambition au niveau du pacte vert européen ? Il faut totalement changer en fait ce qu'on conçoit comme une transition écologique. Aujourd'hui, la transition écologique que tout le monde souhaite, c'est la décroissance. La stratégie Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, c'est entre 10 et 15% de décroissance agricole. C'est ce que vous souhaitez, la décroissance ? Non, pas du tout, justement. Ça, c'est le modèle européen qu'on veut nous imposer. Il faut arrêter avec cela. Il faut un autre modèle fondé justement sur la confiance dans nos agriculteurs, l'agronomie, la recherche, comment on produit mieux avec moins de pesticides, comment on produit mieux avec des nouvelles semences. Et c'est là où ce qu'on appelle les écologistes, mais pour moi, ils sont mal nommés, ils volent en fait une juste cause, sont contre le progrès. Je vous rappelle que le soulèvement de la terre avait attaqué des serres près de Nantes, l'Ouest France l'a suffisamment suivi, pour des salades qui visaient à consommer moins d'eau. Et de la même manière, ils sont contre un certain nombre de semences ou de progrès dans la génétique. Ils font peur à tout le monde en disant c'est des OGM comme les gens n'en voulaient pas dans les années 90. C'est pas ça, c'est d'autres méthodes de recherche. Et le problème, c'est que ce genre d'écologiste, en fait, bloque tout progrès et prend une mauvaise voie. Et de la même manière que les écologistes ont fait des graves erreurs dans l'énergie, en faisant croire aux Français qu'il y aurait toujours suffisamment d'énergie et qu'on pouvait abîmer le nucléaire, et puis un jour, un hiver, on s'est retrouvé sans énergie, et bien là, ils font la même erreur avec l'alimentation, c'est de faire croire aux Françaises et aux Français qu'il y aura toujours de l'alimentation pour tout le monde. Eh bien non, dans un monde à 9 milliards d'habitants, produire assez d'alimentation de qualité et saine, c'est un enjeu très important. Et je n'aimerais pas qu'on se retrouve un jour, notamment par exemple, sans lait, parce qu'on a saquagé l'élevage. Quand les écologistes appellent à soutenir les agriculteurs, vous y croyez moyennement? C'est eux c'est eux qui n'y croient pas. Enfin, sincèrement, l'accueil, le retour des paysans mobilisés sur le terrain contre le soutien des écologistes, il est très dur, très violent, parfois même trop violent. Et ça, il ne faut jamais s'attaquer aux personnes, évidemment. Voilà. Donc, les écologistes aujourd'hui, qui sont une fois plus très mal nommés, sont des décroissants. Hier, à l'issue du Conseil des ministres, Prisca Thévenot a parlé de ceux qui ont découvert l'existence des agriculteurs la semaine dernière, qui se sont rués sur les agriculteurs pour satisfaire leur manège électoral et qui les oublieront aussitôt. Vous êtes senti visé ? Pas du tout, une fois de plus. Prisca Thévenot, elle aurait dû écouter ce qu'on lui disait quand on disait que le GNR, la taxation du GNR serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a déposé, pas moins en un an, de 6 questions au gouvernement pour l'alerter sur le mouvement du retournement des plaques à l'entrée de nos communes rurales. Je l'ai aussi, il faut rappeler que c'est Prisca Thévenot, parce qu'elle avait pris la parole à l'époque, elle était députée, qui avait refusé ma proposition de sanctionner les associations violentes qui pénétraient, par exemple à Sainte-Soline, pour saccager le système hydrique et l'irrigation des agriculteurs, ou qui attaquaient les serres. Je voulais leur supprimer leur avantage fiscal. C'est des personnes comme Mme Thévenot qui ont refusé de le faire. Donc s'il y a bien une personne qui a découvert l'agriculture, c'est Mme Thévenot, et de toute évidence aussi M. Attal, qui a l'air de découvrir les bottes de foin. Alors Gabriel Attal, justement, qui est en tête du palmarès de l'adhésion, c'est un baromètre mensuel au Doxa pour Public Sénat et la presse régionale, et c'est la personnalité politique préférée devant Jordan Bardella, devant Marine Le Pen. Il est une menace pour vous, européennes ? Écoutez, les Français décideront. Moi, je pense que malheureusement, M. Attal va s'épuiser, d'ailleurs, ça a déjà commencé, dans une tâche impossible que lui a donnée M. Macron, c'est-à-dire vouloir changer de politique sans lui laisser aucune autonomie politique. Et on a bien vu M. Macron, à peine M. Attal était nommé, qui fait un discours de politique générale à sa place, très humiliant d'ailleurs pour lui, et aussi pas respectueux de nos institutions. Et M. Le Maire, on n'a jamais vu ça, qui prend les devants sur son Premier ministre pour aller annoncer la hausse des factures d'électricité de 10%. Il avait dit 9,8%. Voilà, donc ça n'a pas atteint 10%. Je pense que là, on est à un niveau quand même maximal pour se moquer malheureusement des Français. Et donc, M. Attal, on le voit bien avec les agriculteurs. Moi, j'étais très attentif à ce qu'il a dit. En fait, il fait des constats, il critique 7 ans de macronisme, il reprend les mots du Rassemblement national, mais il ne va pas appliquer les mesures. Et donc, les Français se rendront compte que même si M. Attal est sympathique, il n'a aucune liberté politique et il appliquera la même politique que M. Macron depuis 7 ans. Une dernière question, Stéphane. Qu'est-ce que vous attendez de son discours de politique générale cet après-midi à l'Assemblée? Il peut faire des annonces supplémentaires?
Peut-être qu'il va nous surprendre, mais moi, compte tenu de ce qu'a fait M. Macron ou M. Le Maire, je ne vois pas ce qui lui reste comme annonce. Je n'ai pas compris pourquoi il a voulu prendre autant de temps pour ce discours de politique générale. Ça lui a complètement coupé l'herbe sous le pied et je ne vois pas trop ce qui lui reste dans le moteur. Écoutez, on va voir ce qu'annonce M. Attal, mais je suis assez dubitatif. Je rappelle aussi, ce qui a été peu dit pour le moment, que la mission principale de M. Attal, c'est un plan d'austérité de 12 milliards d'euros, donc j'attends de voir les coupes. Et c'est à la une de Ouest France, justement. Discours à l'Assemblée, que va dire Gabriel Attal? C'est la question ce matin à la une de votre journal. Merci Stéphane, merci Jean-Philippe Tanguy d'avoir été avec nous. On continue avec le Club des Territoires.